Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler Formule 1 débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le circuit d'Imola. On va faire bien entendu les bleus, les pilotes au top, flop. Il n'y aura pas d'habillage, mais maintenant vous en avez l'habitude sur les Grands Prix de F1. De toute façon, j'ai vu qu'il y a d'autres chaînes qui font pas non plus énormément d'habillage. Et le problème de l'habillage, en plus, c'est que... Alors moi, j'utilise des photos... qui sont libres pour l'éditorial, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de chaînes sur la Formule 1, qui utilisent des photos ou des images des Grands Prix de Canal+, qui est totalement interdit, pour une question de droit d'auteur. Mais même là-dessus, au niveau droit d'auteur, c'est un peu compliqué au niveau même des images pour édito, donc comme ça me permet d'être sûr, il n'y a pas de problème au niveau droit d'auteur. Mon avis sur ce Grand Prix, il n'y a certes pas eu de dépassement, mais c'est quand même une belle course, surtout la fin de course qui a été pas mal animée avec les safety cars. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de dépassement. Je m'attendais quand même à peut-être plus de dépassement à Imola, parce que je m'étais dit, il y a la ligne droite, mais on s'aperçoit quand même que la ligne droite, si tu avais plus de 6 dixièmes d'écart, c'était impossible de dépasser. Bon, après, est-ce que c'est un mauvais Grand Prix? Non, parce que la piste est magnifique, parce que les qualifications, j'ai trouvé la journée de samedi très intéressante, le fait d'avoir qu'une heure 30 d'essai, ça a permis d'avoir une séance d'essai beaucoup plus dense, il n'y a pas eu de temps mort. Normalement, le vendredi, si vous avez déjà regardé les séances d'essai le vendredi, vous savez très bien que la séance du vendredi matin, il y a énormément de temps mort, même la séance du vendredi après-midi. Et ce qui fait les voitures roulent pas énormément sur le circuit et pour les spectateurs c'est très frustrant. Là on a eu quelque chose de beaucoup plus... comme il y avait qu'une heure et demie d'essai, il fallait être beaucoup plus actif. Ça a permis également de pas tout connaître des pneus et je trouve que c'est pas mal peut-être d'enlever une séance d'essai. Il faudrait réfléchir l'année prochaine. Si on fait 23 courses, de peut-être enlever une séance d'essai du vendredi matin et permettre aux petits jeunes de la F3 et de la F2 d'avoir un peu plus de temps de roulage, parce que c'est un peu un problème dans cette catégorie. Dans ces catégories-là, on a parfois que 30 minutes de roulage avant les qualifications, donc comme ça ils pourraient peut-être avoir une heure le vendredi matin, et ça leur permettrait d'acquérir beaucoup plus d'expérience pour la suite de leur carrière. Bon, on va commencer, donc pour moi c'est un Grand Prix qui mérite entre 13 et 14, 13 et demi. Voilà, je vais mettre ça comme note. Du côté des Bleus, je commence avec Pierre Gasly. Ça a été un Grand Prix compliqué pour les Bleus, hein, avec 2 abandons et qu'un pilote dans les points. Je commence avec Pierre Gasly, 13 sur 20. 13 sur 20 parce qu'il y a l'abandon, donc sur le rythme de course. C'est difficile de parler de son rythme de course en sachant qu'il y a un problème technique qu'il a dès la pré-grille, un problème de fuite hydraulique. Donc moi j'ai trouvé que sur les premiers tours, il y avait une mise en route qui était compliquée. Ensuite, il commençait à revenir sur Ricciardo, mais les premiers tours de course avaient été compliqués, les 5-6 premiers tours avaient été compliqués. Bon, il abandonne au bout de 11 tours, donc c'est un petit peu compliqué. Donc dans ce cas-là, c'est un 10 sur 20. Vous savez, quand c'est un abandon, que j'ai pas pu trop évaluer le pilote. Mais moi, je rajoute 3 points pour la performance en qualification et en essai, où il a été devant son équipier et où il a... en qualif, il a été très très bon, hein. 4e sur la grille de départ, meilleur qualif avec AlphaTauri, meilleur qualif peut-être d'AlphaTauri depuis la pole de Sébastien Vettel qui remonte à Monza 2008. Du côté de Pierre Gasly, tout s'est bien goupillé, voilà, 8 dixièmes, 9 dixièmes, donc en plus l'écart de performance même avec Bottas était assez minime. Il n'y a que 8 dixièmes avec Hamilton, il n'y a que 3 dixièmes avec Verstappen aussi, donc un moteur équivalent, donc c'est très très bien. Après en essai, il y avait déjà eu des très très belles choses avec un quatrième temps où il était déjà dans des temps également très très proches, vu qu'il était à 9 dixièmes d'Hamilton, donc tu vois que les écarts étaient assez similaires. Donc pour moi c'est une très très belle séance. Après en course, bon, c'est difficile d'évaluer quand vous abandonnez au bout de 11 tours. On ne sait pas, mais le podium était jouable bien entendu quand on voit la suite de la course, mais est-ce que s'il n'avait pas abandonné, il y aurait eu les autres abandons derrière? Pas sûr, donc malgré tout pour Pierre Gasly c'est frustrant, mais je mets un 13 sur 20 parce que je trouve que le week-end a été très bon. Ocon, moi je mets 10 sur 20 pour Esteban Ocon. Pour quelle raison je mets que 10 sur 20 à Esteban Ocon? Déjà il abandonne. Bon. Malgré tout, Ocon il fait un peu plus de tours. Si je me rappelle bien, hop, il fait 27 tours.
Problème de boîte de vitesse, il semblerait. Enfin, d'embrayage, clutch. Du côté d'Ocon, c'est difficile là aussi de pas se dire il y a quand même un problème de performance chez Esteban Ocon. Certes, il était dans le coup là, il était à la porte du top 10 à ce moment-là. Mais bon, avec une Renault, quand tu vois que de l'autre côté ça fait podium, tu te dis il en manque un petit peu. Dans toutes les sessions, en fait, il en a manqué. Alors qu'il a eu un samedi pas évident, il est éliminé en Q2, il fait le 12e temps en 1:15.201, c'est-à-dire quand même à quasiment 7 dixièmes de Ricciardo, donc c'est énorme comme écart. Il y a lui et Albon qui ont des écarts aussi grands avec leurs équipiers, donc même Albon a moins. Albon a que 5 dixièmes, donc c'est vraiment énorme. Et puis en session 1, que je retrouve, il y avait un dixième. Donc là ça allait, c'était raisonnable. Et en course, dès son arrêt au stand, en fait, je sens que le rythme est pas là. Il était, je sais plus, il se battait pour la 16e ou 17e place, je sais plus, un moment avec Giovinazzi. Et tu sens qu'il n'y a pas le rythme. Donc je pense que c'était dû à son problème technique. Malgré tout, sur le premier relais, il est pas dingue. Il était 11e derrière Perez, je crois. Il était pendant un grand moment, mais sans être collé dans les ronds de Perez. Il y avait vraiment 1,5 seconde, 2 secondes d'écart entre lui et Perez. Le problème d'Ocon, c'est très clairement le manque de performance aujourd'hui. Alors certes, j'avais dit que c'était mieux à Portimao, mais là, il n'a pas réussi à enquiller au niveau de la performance. Et c'est frustrant parce que c'est un bon pilote, mais qui pour le moment n'arrive pas à montrer grand-chose au volant de cette Renault. Alors je ne sais pas si elle ne lui convient pas, si c'est un problème vraiment de rythme pour lui, mais aujourd'hui, Ocon, faut qu'il règle ce problème-là, parce que sinon Alonso va l'allumer direct dès les premières courses, donc il va falloir vraiment qu'il s'améliore, notre ami Esteban Ocon. Je finis avec Grosjean 6/20. Il finit 14e du Grand Prix devant Albon, mais si Albon n'avait pas fait toutes ses incartades, il finissait dernier. Pareil, en qualification, il est éliminé avec un dixième de retard en Q1. Je sais plus combien j'ai mis à Magnussen. J'ai mis 1 point de moins à Magnussen. C'est pour la performance en qualif. J'ai mis 1 point de moins. Mais Grosjean, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. La voiture n'est pas performante. C'est vrai que chez Haas, il n'y a plus d'évolution sur cette voiture. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'évolution. Ils traînent les mêmes problèmes depuis l'année dernière. Et bon. Plus les problèmes, il semblerait, de chez Ferrari. Parce que le problème de suspension arrière, c'est un bien de chez Ferrari. Tant qu'il y a un problème moteur, plus un problème de châssis qui n'est pas bon, plus un problème de suspension arrière qui est très instable, tu rajoutes à ça une équipe technique qui n'est pas au niveau, des moyens râlez pas crête, un changement de direction d'écurie qui va arriver dans les semaines à venir avec l'arrivée de Mazepin, et je pense que Günther Steiner à sa place, j'aurais peur pour mon poste. Je pense que Grosjean, il a déjà la tête autre part. On sait qu'il a appelé Peugeot pour le projet d'hypercar en endurance. Il est aussi en contact avec des équipes d'IndyCar. Donc on sait déjà qu'il n'ira pas en F1 l'année prochaine. Ça sera dans un autre championnat. On sait que la Formule I l'intéresse. Après, la Formule I, il n'y a pas non plus 150 000 places de disponibles. Donc l'IndyCar, je sais, le Japon n'a pas l'air de l'intéresser pour le moment, mais les États-Unis, ça a l'air d'être bien. En plus, peut-être que Gene Haas va l'aider à trouver un poste dans une belle écurie. On passe au pilote au top. Je commence avec Lewis Hamilton, 18/20. Pourquoi 18/20 et pas 20/20 et pas 19/20 ? La qualification, il fait quand même une petite erreur. Je pense qu'il avait la possibilité de faire la pole sur ce Grand Prix. Après, derrière, en course, entre la performance, la bonne stratégie et un peu la chance quand même, c'est-à-dire la chatte à des champs, mais c'est pas loin quand même. L'arrêt au stand, pile quand il y a le virtual safety car, il y a un moment, c'est une excellente stratégie. Et puis donc il y a pas grand chose à dire pour Hamilton sur ce Grand Prix. 93e victoire, historique, comme dirait Adrien Pavot. Alors si Adrien, c'est Pavot, c'est Pavio. S'il le dit à chaque fois, ça va être compliqué, parce qu'à chaque fois qu'il gagne, il risque encore d'en gagner 4 ou 5. Sauf faut savoir que cela je disais d'Adrien Pavio, j'ai regardé les 2 dernières courses sur TMC. Bon,
c'est parce que j'ai envie que la F1 redevienne gratuite. Malgré tout, j'ai envie que la F1 redevienne gratuite, mais avec la qualité de Canal+. Et c'est vrai que TMC, là, c'est un peu violent. Entre Jean-Éric Verne et surtout Adrien Pavio, faut mettre quelqu'un d'autre à la place, hein, parce que c'est relou. Juste Adrien Pavio, il est peut-être très compétent dans d'autres disciplines, mais là sur la F1... Et puis Jean-Éric Verne qui est revenu 150 fois sur Racing Point, oui, on a compris une fois, t'es pas obligé de le dire 4 fois que la stratégie de Racing Point a chier. Mais bon, voilà, c'était un peu compliqué à regarder. Mais du côté d'Hamilton, oui, 18 sur 20, parce que j'ai pas grand chose à dire. Il y a un moment, c'est quasiment parfait. Donc voilà, le titre est quasiment acquis pour Hamilton et qu'il continue comme ça de nous émerveiller. Je continue avec Ricciardo, 16 sur 20. Un week-end, là aussi, pas loin d'être parfait pour sa voiture. 5e en EL1, enfin EL1 en EL tout court, 6e pardon en EL1. 5e en qualification, 3e en course. Avec une Renault aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux. C'est un circuit qui, je pense, convenait quand même bien à sa voiture. Parce qu'il n'y a pas forcément... La Tosa est un virage qu'on passe quand même en 4e. Il y a juste la chicane. La Variante Alta, si je le fais à l'italienne, qui était un peu compliquée, même Rivazza, ça se passe plutôt pas trop mal, donc aussi avec les F1 modernes, donc c'était vraiment un virage qui était compliqué enfin une section qui était compliquée pour cette voiture. Il a fait une très très bonne course, le moteur Renault va toujours au top, et puis derrière il profite bien entendu de l'abandon de Verstappen. Mais de toute manière, il aurait eu une bonne note, il aurait eu 15 ou 14 parce que le rythme de course de Ricciardo était très très bon. Son rythme de course était vraiment excellent, donc il faut le souligner. Après, il finit loin, on est dans un autre monde par rapport à Bottas Hamilton. Il faut quand même rappeler que Bottas Hamilton avait mis des softs en fin de course, ce que n'a pas fait Ricciardo. Mais il a très très bien résisté à Daniel Kvyat. Aussi sur le restart, et pourtant le restart n'était pas évident. Vraiment, Bottas lui a pas facilité le travail. Et puis oui, non, une satisfaction, deuxième podium pour Renault. Alors là, celui-là est aussi dû à des erreurs, mais la saison de Renault est quand même bonne. La saison de Renault est bonne, au championnat constructeur ils sont bien. Du côté du classement... constructeurs, pilotes, ils sont bien, donc c'est vraiment une bonne saison avec Ricciardo. C'est vrai qu'avec Ocon c'est un petit peu plus compliqué, mais je trouve qu'il faut vraiment se satisfaire de cette troisième place pour Renault, et on espère que ça continue comme ça également pour cette équipe. Je continue avec 15 sur 20, je vais commencer déjà par 4, on va commencer par un 15 sur 20 satisfaisant pour Daniel Kvyat. Faut pas l'oublier pour Red Bull, hein. Non, parce qu'on dit Tsunoda. Kvyat, certes, c'est pas incroyable en performance, mais au moins c'est fiable, Kvyat. Là, je vais regarder au championnat, il est 13e. Alors certes, pas tout le temps dans les points, Daniel Kvyat, mais c'est quand même un pilote qui n'est pas si mauvais que ça. Il est quand même devant Sébastien Vettel. À 14 points d'Esteban Ocon. Alors avant ça, il était quand même derrière Vettel. Mais Kvyat, aujourd'hui, pour remplacer... Albon, c'est pas la meilleure solution. Peut-être que Perez est meilleur, mais Perez dans un gros team, chez McLaren, encore une fois en 2014, ça s'était très mal passé. Donc c'est quand même pas le pilote le plus fiable mentalement, Perez. Kvyat, depuis son retour, il s'est quand même vraiment assagi. Donc pourquoi pas chez Red Bull, en tant que pilote numéro 2, tu t'attendrais pas à grand chose. En attendant, on sait pas quoi, mais ils veulent pas mettre Gasly, donc qu'ils mettent pas Gasly. Mais il y a Perez, il y a Hülkenberg, Tsunoda chez AlphaTauri. Mais c'est vrai qu'il y a il y a que 2 pilotes pour l'instant qui ont été confirmés, hein, que Verstappen et Gasly, pardon. Mais Kvyat, une course où il montre encore son potentiel, 15 sur 20. C'est pas un pilote vraiment extravagant, c'est pas un pilote le plus rapide du monde, ça c'est clair et net. Par contre, c'est un pilote qui aujourd'hui est fiable. Et il est capable d'aller accrocher des points en fin de course, comme il l'a fait encore sur ce week-end. Donc, et puis ça montre que l'AlphaTauri était rapide de toute manière. Il était certes derrière Gasly, mais l'écart avec Gasly, il était de 3 dixièmes, je crois, en L1. Il était un peu élevé en qualif.
non, même pas, il y a 2 dixièmes. Et en course, tu vois quand même qu'avec les softs, il fait un bon arrêt au bon moment aussi avec les softs. Mais oui, il faut pas oublier, il faut pas enterrer Kiat. De toute manière, même s'il était viré, Kiat, il faudrait déjà pas l'enterrer pour Red Bull, parce que si Tsunoda était pas très performant l'année prochaine, parce que je pense que faire monter Tsunoda, c'est un peu risqué, c'est encore un pilote qui est jeune, Tsunoda qui a peu d'expérience en Europe en plus, c'est que ça, cette année c'est que sa 2e saison en Europe, donc il faut quand même se méfier. Donc faudrait voir, mais bon, Kiat, faut pas l'enterrer encore. C'est un peu le phénix qui renaît toujours de ses cendres. Je termine avec avec Bottas pour les pilotes vraiment top. Bottas 15 sur 20. Rien n'a fonctionné en course, ce qui est frustrant pour lui. Après, il a fait le job en qualif, vraiment parce que certes, Hamilton fait une erreur, mais il faut quand même savoir l'exploiter, cette erreur d'Hamilton. Mais après, derrière, oui, en course, un peu compliqué. Pour pas dire plus même pour Bottas, donc frustrant, très frustrant pour lui, donc on attend de voir dans le week-end à venir s'il arrive à en claquer une, mais mentalement là c'est dur. Là, tu sens que là déjà à Portimao il y a eu le contre-coup, mais là encore plus sur ce Grand Prix, donc là c'est dur. En plus il sait que là le titre c'est déjà il le savait avant, mais il a jamais été dans le coup pour le titre cette année, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il a vraiment senti cette année qu'il était numéro 2. Et encore plus que les années précédentes. Leclerc, 14 sur 20. On peut pas faire beaucoup mieux avec le matériel qu'on lui met à disposition. Sur un week-end comme ça, je pense que 14 sur 20, c'est satisfaisant. L'objectif maintenant, jusqu'à la fin de saison, c'est de tenter de rester dans le top 5. Il y aura les courses à Bahreïn qui vont être compliquées. Même Istanbul, Grand Prix de Turquie, ça va pas être facile parce qu'il y a une longue ligne droite sur ce circuit. Mais l'objectif c'est d'essayer de récupérer 5, 6e place quand il peut, et surtout de dominer encore Vettel, parce que la Vettel est très très loin, il a fracassé Vettel cette année. Et puis 13 sur 20 Verstappen, ça aurait pu être beaucoup mieux pour Verstappen en termes de points, ça aurait pu être 16 ou 17 s'il avait fini 2e, mais il y a cet abandon qui je pense est dû au fait qu'il est énormément attaqué avec son 2e train de pneus. Mais vraiment, il attaquait très très fort sur les vibreurs. Et au bout d'un moment, un pneu, ça n'aime pas passer sur les vibreurs 150 fois. Le pneu a complètement explosé. C'est dommage parce que c'est vrai que s'il n'y a pas cet abandon, il fait un très très bon week-end. Donc je mets 13 parce qu'il n'y a pas de pont derrière. Malgré tout, en termes de rythme pur, il est excellent sur ce week-end. Il était juste derrière Hamilton et Bottas, mais il était le meilleur des autres. Vraiment largement. Dommage quand même ce problème en course. Sainz et Norris 12 sur 20. Je vais pas dire grand chose sur Sainz et Norris. Ils font un week-end solide. Après, ils sont quand même devancés par Ricciardo chez Renault, mais devant Ocon. Donc voilà. Cette voiture est quand même assez atypique. On sent que la McLaren des fois marche très très bien, des fois sur d'autres pistes ça marche pas très bien. Je pense que c'est une voiture qui aime pas trop le froid non plus. Donc c'était un Grand Prix où ils ont roulé dans l'ombre. Mais il y a eu une belle bagarre avec Perez. Je pense qu'ils se sont bien amusés. Après, ça mérite un 12 sur 20, ça mérite pas beaucoup mieux. Voilà. Russell, 11 sur 20. C'est dommage, l'erreur, la bêtise derrière le safety car. Parce que sinon, il avait fait jusque-là un très très bon week-end. Et j'aurais pu mettre 14 facilement à Russell, mais là j'ai enlevé 3 points parce que l'erreur est vraiment bête et stupide. C'est un peu une Romain Grosjean. Alors là, il n'a pas changé de bouton sur le volant, j'ai pas l'impression, mais il accélère trop fort. Et avec les pneus froids, ça pardonne pas avec une Formule 1. Surtout qu'à cet endroit-là, la voiture est un petit peu délestée vu qu'on attaque la descente vers Rivazza, donc c'est un petit peu bête de le faire en plus à cet endroit-là. Mais sinon, en qualification comme en essai, il était largement devant Latifi. Et en essai, surtout en qualification, il fait un magnifique 13e temps. Pas très loin d'Ocon. Il n'y a même pas 2 dixièmes avec Ocon. Devant Vettel, devant Stroll, devant Grosjean. Donc là, c'est une très belle performance. En course, il avait aussi un très bon rythme, ce qui n'est pas toujours le cas chez Russell, parce que des fois, il a un bon rythme en qualification, mais sur une course complète, il a parfois un petit peu de mal. Et là, vraiment, la voiture s'est bien comportée. Il avait un très très bon rythme.
sur un circuit qui normalement en plus ne convenait pas vraiment à sa voiture parce que je rappelle la Williams est énormément braquée au niveau de l'aileron arrière et forcément ça nuit à la vitesse de pointe. Mais il s'avère que ça n'a pas été un trop gros problème pour lui en course. Donc voilà, je mets 11 sur 20 parce que le dommage d'erreur, quoi, vraiment, sinon ça aurait été beaucoup mieux. Raikkonen, 11 sur 20. Bon, encore un Grand Prix solide. Il les enchaîne un petit peu là, Raikkonen, depuis quelques courses. L'Alfa Romeo progresse, même si, bon, au niveau moteur, c'est toujours un petit peu compliqué. Derrière, bon, certes, il finit 9ème, mais il finit quand même à 20 secondes, hein, donc 22 secondes. Mais bon, c'est un bon week-end de course pour Raikkonen. Il devance son équipier, en qualif également. J'ai retrouvé je pense qu'il a retrouvé un petit peu de motivation. Peut-être aussi qu'il y a plus ce problème de contrat, parce que je rappelle qu'il a été renouvelé comme Giovinazzi pour 2021, alors que c'était pour moi pas bien engagé il y a encore 3 semaines. Il semblerait que Fred Vasseur a vraiment fait le forcing pour Raikkonen et que de l'autre côté, Alfa Romeo, elle fait le forcing pour avoir un pilote italien. C'était ni le cas de Mick Schumacher, surtout qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas Mick Schumacher. Je pense que ça a joué aussi le fait que Mick Schumacher soit chez Haas et que le fait qu'ils allaient se retrouver avec Calum Elliott, ils voulaient un pilote italien à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas avec Mick Schumacher, ça les gênait pas. Donc voilà, c'est aussi une question de marketing, hein. Alfa Romeo est une marque qui a une identité très italienne et veut le mettre en avant. Donc forcément après ça a des conséquences derrière pour le choix de pilote. Giovinazzi, 10 sur 20. Un point de moins parce que par rapport à Raikkonen, il est devancé en qualification et en course, et qu'en qualification en plus il part dernier. Malgré tout, encore un très très bon départ de Giovinazzi. J'ai vu une vidéo sur la chaîne YouTube de la Formule 1 qui montrait les 5 meilleurs départs de Giovinazzi, et c'est vrai que je ne m'étais pas aperçu de ça depuis le début de saison. Mais il est quand même très très bon au départ, Giovinazzi, parce que sur les 5 départs, au niveau de l'embrayage, c'est quasiment parfait. Donc au moins, il a un domaine où il est compétent. Après, bon, c'est sûr qu'en qualif, quand tu finis 2 dixièmes en qualif, tac, il est 2 dixièmes, plus de 2 dixièmes derrière Latifi. Ça fait mal quand même, hein. L'écart est quand même important, quasiment plus de 2 dixièmes et demi derrière Raikkonen. Là aussi, ça fait mal aux fesses. Donc il faut vraiment qu'il travaille sur son rythme de qualification. Après en course, c'est de mieux en mieux. Mais bon, il s'est arrêté très tôt et ça restait quand même... Heureusement qu'il y a eu les safety cars aussi pour Giovinazzi pour arriver à ce niveau-là de performance. Perez, 9 sur 20. Stratégie ratée. Je suis d'accord avec Jean-Éric Vergne, moi je vais le dire qu'une fois. Après, c'est quelque chose d'assez habituel chez Racing Point de faire des erreurs stratégiques. Après, c'est une équipe qui ne sait pas exploiter son matériel, hein. Parce que en qualification, ils ne passent pas en Q3 alors qu'ils ont un moteur Mercedes sur un circuit de moteur quand même, et avec le moteur le plus puissant, avec techniquement une Mercedes de l'année dernière, mais ils n'arrivent pas à exploiter du tout leur matériel. Le fait de ne pas avoir conçu la voiture et de ne pas avoir des ingénieurs compétents, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Donc il va falloir que pour la voiture de 2021, certes, ça sera peut-être encore la Mercedes, mais il faudra surtout travailler au niveau amélioration de la voiture, au niveau compétences, au niveau ingénierie, au niveau compréhension. Parce que c'est bien d'avoir un matériel fantastique, mais si vous ne savez pas l'exploiter, c'est un petit peu con. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui à Racing Point. Et je mets 9 sur 20 parce que malgré une 6ème place de Sergio Pérez en course, il avait le podium entre les mains. Donc c'est frustrant et dommageable pour Pérez, parce qu'avec un podium, il revenait très fort pour la 4ème place du championnat du monde. Et là, c'est une 4ème place qu'il s'éloigne de plus en plus. Latifi, 8 sur 20. Là aussi, week-end moyen pour Latifi. En course, il finit quand même 11ème. C'est pour ça que je l'ai un peu sauvé sur sa note, sinon j'aurais mis moins. Parce qu'en qualification, il est quand même quasiment 6 dixièmes derrière Russell. Donc c'est un petit peu le même cas qu'Ocon. C'est-à-dire que l'écart de performance est assez important. Qu'il est dernier en essai libre 1. Alors certes, avec certainement un problème technique parce qu'il fait moins de tours que les autres pilotes.
mais avec 7 dixièmes de retard sur Magnussen, qui est 19e. Donc là aussi, c'est des écarts qui sont énormes. Après, en course, il n'avait pas un très grand rythme. Une bonne stratégie comme Vettel, comme Perez au départ, c'est-à-dire de prolonger énormément leur premier relais. Lui, comme Vettel, il ne s'est pas arrêté derrière. Il finit quand même devant Vettel, ça lui sauve aussi sa note. Mais bon, face à Russell, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est quand même frustrant aussi, je me disais, Russell, parce que Russell était plus rapide que Raikkonen et Giovinazzi et qu'il avait la 10e place entre les doigts. Pour marquer un point pour Williams, ça aurait quand même pas été mauvais pour Russell. Je termine avec les pilotes qui ont eu un week-end difficile. Je commence avec Magnussen, 5 sur 20. Bon, c'est un petit peu pareil qu'au Grosjean, sauf qu'il y a le tête à queue. Donc il y a un abandon assez tôt. Et il y a aussi des erreurs en qualification de la part de Magnussen. Il sort plusieurs fois à Rivazza, ce qui lui fait perdre pas mal de temps. Bon. Pareil pour Bottas, j'avais oublié, mais pour Bottas, j'ai aussi enlevé un point. J'ai pas mis 16, mais 15. Parce qu'il y a aussi les erreurs lors de la Q1, où il fait énormément d'erreurs qui lui coûtent très cher, je trouve, qui lui coûtent un train de pneus qui aurait pu être vraiment terrible si Hamilton ne s'était pas raté. Donc Magnussen 5 sur 20, Vettel 4 sur 20, il provoque le tête à queue de Magnussen. Ensuite, il y a beaucoup de dégâts sur sa voiture, donc ça gêne au niveau de la performance, malgré tout. En qualification, l'écart en qualification n'est pas normal. Vettel, il a 1 seconde 7. Charles Leclerc, il a 1 seconde, il y a quasiment 8 dixièmes d'écart. En essai libre 1, là aussi, il y a plus de 5 dixièmes d'écart, quasiment 5 dixièmes d'écart entre les deux voitures. Il y a un moment, on peut pas se contenter de ça, quoi. Il y a un moment, il faut vraiment réagir du côté de Vettel, et je crois qu'il n'en a pas la capacité aujourd'hui, très clairement. Le pilote allemand, et c'est un petit peu tristoun, et je suis quand même très inquiet pour lui l'année prochaine dans son équipe Aston Martin. Et puis je termine avec les deux catastrophes du week-end, parce que là, je crois que c'est la première fois depuis que je fais le système de notes. J'ai quasiment toutes les notes là, que je mets 2 notes aussi faibles. Ouais, c'est la première fois que je mets 2 notes aussi faibles. 2 pour Stroll. J'avais déjà mis 2 à certains pilotes. J'avais déjà mis 2 à Vettel et Albon. J'avais déjà mis, ouais. Mais là, c'est pour Stroll. Bon, il n'y a rien à en tirer de ce week-end-là. Derrière Perez, éliminé en Q2, mais lamentablement. Pareil, en EL1, il est 10e. Mais sans être non plus incroyablement bon. Et puis en course, y a beaucoup d'erreurs. Et encore une fois, il a pas arrêté de faire des erreurs en course qui lui coûtent très très cher au final en termes de points. Et pareil, il paye aussi pour la mauvaise stratégie de Racing Point, enfin pour les erreurs de Racing Point, pour son cas de Covid. Enfin, il y a un moment, il y a une colère générale. Il y a une envie de saquer un petit peu au niveau de la notation. C'est comme les profs au conseil de classe qui foutent un commentaire horrible à certains élèves parce que tu sens qu'à un moment ils en ont marre. Là c'est un peu pareil pour moi avec Stroll. Ça me fatigue un petit peu Lance Stroll. Il me fatigue cette année. Bon. Et enfin voilà, quand tu vois ses performances avec Hülkenberg, il y a un moment faut se remettre en question mon petit coco. Et il faut se remettre surtout la tête dans le bon sens. Et puis je termine avec Albon, 1 sur 20, parce que là, il n'y a plus rien à sauver chez Albon. Alors 1 sur 20, c'est pour la participation au Grand Prix, parce qu'au moins, il n'a pas raté le départ de la course. Ce qu'il faut quand même dire, parce que depuis le début de saison, on a l'impression qu'il n'est pas avec nous, Albon. La Perez qui le dépasse, alors avec une facilité à l'extérieur à la variante Villeneuve, et ensuite lui qui fait un tête à queue tout seul. Rien que cette séquence-là, cette minute-là résume la saison de Albon. C'est-à-dire incapable d'avancer à un pied devant l'autre, incapable d'être performant, incapable d'être constant, incapable de faire fonctionner sa voiture, incapable d'avoir un petit peu de recul sur son niveau de performance aussi, parce que ses propos dans la radio sont quand même absolument fantastiques. C'est-à-dire que quand il dit « Oh là là, les autres sont trop méchants avec moi », t'es pas bon, mec, t'es pas bon, t'es juste mauvais. Donc il y a un moment, faut se remettre en question. Mais là, très clairement, Albon,
même pour les dernières courses de la saison, je rappelle Buemi, moi. Parce que ça pourra pas être pire. Ça pourra pas être pire. Une Red Bull à ce niveau-là de performance, c'est pas normal. Il y a un moment, tout le monde en a conscience. C'est pire que Gasly, parce que Gasly, il arrivait quand même à rentrer dans les points. Il était 10e, 9e. Lui, il est même plus capable de rentrer dans les points. Albon, il y a un moment, faut arrêter. On peut plus le défendre. Après ces propos méchants sur Albon, piquants, avec un réagir dans les commentaires pour me dire si je suis trop sévère avec Albon. On passe au classement constructeur. Donc Lewis Hamilton s'est quasiment plié, 85 points d'avance sur le Valtteri Bottas. Faudra vraiment qu'il s'écroule sur les 4 dernières courses de la saison et que Bottas soit fantastique dans le même temps. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Ensuite Verstappen 162 points. Il y a 35 points d'écart avec Bottas. Donc là aussi ça risque d'être compliqué pour aller choper la deuxième place au classement du championnat. La belle bagarre, ça va être pour la 4e place entre Daniel Ricciardo qui a désormais 10 points d'avance sur Charles Leclerc, mais encore rien n'est joué, et puis 13 points d'avance sur Sergio Perez. Ensuite, il y a aussi une belle bagarre pour la 7e place entre Lando Norris et Carlos Sainz, Albon et Pierre Gasly. Ces pilotes-là qui se tiennent en moins de 10 points. On a Stroll à 57 points. On a Esteban Ocon qui est un peu dans un no man's land avec 40 points. Et puis ensuite Kiat, Vettel, Hülkenberg, Raikkonen, Giovinazzi à égalité avec 4 points. Et on termine avec Robin Grosjean 2 points et Kevin Magnussen 1 point. Les deux pilotes Williams n'ont toujours pas marqué de points. Au classement constructeur, Mercedes remporte un 7e titre consécutif devant Red Bull. Là aussi, il y a un écart de points assez important entre Red Bull et Renault. Il y a 90 points d'écart quasiment, avec 91 points d'écart, voilà pour être précis, entre ces deux équipes. Derrière, c'est surtout la bagarre pour la 3e place qui va nous intéresser. Entre Renault et McLaren, 1 point d'écart. N'oublions pas Racing Point qui est à 9 points de Renault, donc c'est tout ça très très serré. Ferrari un peu seul, 6e. Il y aura une belle bagarre quand même avec AlphaTauri. Dommage pour Pierre Gasly parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a que 14 points d'écart, donc il reste 4 courses, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et puis on retrouve ensuite Alfa Romeo 8 points, As 3 points, et Williams qui n'a toujours pas marqué de points, sachant que du côté d'Alfa Romeo, c'est leur meilleur week-end de la saison avec 3 points marqués. C'est dire la saison complexe qu'a été la saison d'Alfa Romeo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo qui dure à peu près 30 minutes, n'hésitez pas à réagir dans un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu quand vous abonnez à la chaîne. Vous mettez également la petite cloche, comme ça vous savez quand les vidéos sortent au moment où elles sortent sur YouTube, ce qui est toujours bien parce que je sais que c'est jamais régulier sur la chaîne. On parlera encore de cyclisme la semaine prochaine avec la présentation du parcours du Tour de France, avec la 2e semaine de la Vuelta. Il y a encore 10 infos à retenir. Et puis il y aura un médialiste, je pense, parce que là je vais commencer à avoir un petit peu plus de temps. Pour le faire, allez, ciao sur la Méric Production.